géré par Microsoft. Du coup, ce que Microsoft il fait, c'est qu'il nous demande de lui allouer un autre subnet et une autre IP publique pour que elle puisse gérer notre firewall de la bonne manière. S'il y a des backups à faire, s'il y a de la redondance à assurer, s'il y a des maintenances à faire, tout ça, elle va se connecter sur le firewall à distance en utilisant cette IP-là, et c'est que Microsoft qui va pouvoir faire ça. Il y a, même si on a cette IP, elle est bloquée, il n'y a pas d'accès, il n'y a que Microsoft qui peut utiliser cette IP-là. Et c'est pour cela qu'on a créé un autre subnet, un autre IP. Et l'objectif principal de ça, c'est qu'on va essayer d'avoir le minimum possible d'IP public pour notre entreprise. Le plus d'IP public on a, le plus d'exposition on a. Et du coup, si on utilise la même IP, si Microsoft utilise la même IP que la nôtre, il y aura ce qu'on appelle les IP ou bien le port exhaustion. Parce que Microsoft, elle va utiliser l'IP, nous aussi on va l'utiliser et nous on a trop d'applications. À un certain moment, on va utiliser tous les ports et toute la capacité qu'une IP peut supporter et on va être bloqué. Et Microsoft, elle ne veut pas être la source du blocage. Du coup, elle nous demande de lui donner une autre IP et un autre subnet. Comme ça, Microsoft, elle fait ses tâches de gestion séparément à nos tâches, à ce que nous on fait. Et comme ça, même aussi, si on fait nous quelque chose, on supprime un truc, on change quelque chose, on n'aura pas tout le firewall qui est bloqué ou une maintenance qui est bloquée, un truc comme ça. Du coup, c'est bon, là, on va partir, on va lancer notre firewall, la création de notre firewall, et on va laisser notre firewall se créer. Et je vais passer pour vous expliquer les différents aspects avant qu'on les voit sur le firewall. Ok. Tac, 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 tac. Du coup, si vous voyez, notre, notre firewall, quand on pense à un firewall, il faut penser à cette schématisation. Tout firewall, il a des firewall policy. Par l'occasion, on peut avoir plusieurs firewall policy dans un firewall et on peut avoir une relation parent à fils. Pensez au cas où vous avez une très grande entreprise avec je sais pas, 15-20 pays et chaque pays il a l'expertise nécessaire pour gérer ses règles. On peut créer des firewall policy par pays et on crée un firewall policy parent global que nous, on va y mettre les règles globales que tout le monde va utiliser, des services globaux, des règles de sécurité génériques que tous les pays doivent respecter et tout ça. Et on laisse à chaque pays la liberté de gérer ces règles-là, leurs règles, à travers la policy FIS qui est affectée à son pays. Du coup, on a un firewall. Au sein du firewall, on a des firewall policy ou bien une firewall policy qui, elle contient les règles. Et les règles eux-mêmes, vu qu'on aura un grand nombre de règles, il faut qu'on les organise de la bonne manière. Du coup, ce qu'on va partir faire, on va les classer par type et on va les regrouper sur des collection groups, des rule collection groups. Du coup, au sein du firewall policy, on va trouver des rule collection groups. Je vais dire un truc aléatoire, on aura une collection group par pays. Du coup, tous les collection groups de la France, tous les règles firewall de la France, ils sont sur cette collection group. Et puis, même dans la collection group, on aura des rule collections qui sont classés par type. Et c'est quoi les types de règles firewall? Alors, je vais vous expliquer un peu ça. On a trois types. On a les applications, on a les rules, on a les network rules et on a les NAT rules. Je vais commencer par le dernier que j'ai dit pour la raison simple, c'est que le firewall, il priorise les types dans sa vérification. Il vérifie les NAT rules en premier, puis elle vérifie les network rules, puis il vérifie les application rules. Euh, du coup, quand il